Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des résultats 2025 d'Altamir. Je vais laisser la parole à Maurice Chéniaud, président et CEO d'Altamir Gérance, et à Eric Sabia, notre directeur financier. Merci Claire. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est ma dernière réunion SFAF après 30 ans de bons et loyaux services, puisque, comme vous le découvrirez à la fin de cette présentation, j'ai organisé ma succession qui prendra effet au 1er mai prochain. Donc, sans perdre de temps, allons dans la présentation comme nous avons l'habitude de la faire. Et tout d'abord, en parlant du marché dans lequel Altamir a opéré en 2025, comme vous le voyez, en termes d'investissement, le marché a à peu près rebondi avec 336 milliards d'opérations de buy-out réalisées sur l'année, ce qui le resitue pratiquement au même niveau que l'année 2022. Mais la différence, c'est que c'est porté principalement par de très grosses opérations et que le marché mid-market, lui, est resté relativement atone. En termes de sessions, celles qui se font par des sessions en M&A, à nouveau un rebondissement de 273 milliards d'euros, donc qui est pratiquement le niveau de 2021, mais avec à nouveau deux grandes différences. La première, c'est que ça porte comme pour les acquisitions sur des très grosses transactions, et la deuxième grande différence, c'est que quand même les marchés boursiers ont été relativement fermés pour les opérations, pour les petites opérations à nouveau, plus ouverts pour les grosses opérations. Dans ce contexte, votre société enregistre pour la première fois une croissance négative de 4,8% de son actif net réévalué, en incluant le dividende qui a été payé, contre une progression de 1,4% en 2024. Donc, depuis plus de 10 ans, c'est la première fois que nous enregistrons une performance négative qu'on va vous expliquer dans quelques minutes. Les sociétés ont quand même continué à avoir une progression de leur EBITDA positive de 8,6%, mais très inférieure à celle de 2024, qui était de 26% à peu près. En termes de désinvestissement, on a réalisé pour 139 millions de désinvestissements et on a fait pratiquement le même volume d'investissement à 142 millions dans 7 nouvelles sociétés. Et compte tenu des décalages, notre trésorerie s'est détériorée de 17 millions à fin 2024 à moins 57 millions à fin 2025, et on en reparlera. Donc en termes de désinvestissement, comme vous le voyez sur ce tableau, on est quand même à un niveau relativement faible, à 139 millions, dont 82 millions de sessions complètes et 57 millions de sessions partielles. Donc nous sommes sortis de 5 sociétés. Et donc vous avez le détail dans la page suivante. La principale sortie, c'est que nous sommes sortis de Marlink, aussi bien qui était détenu aussi bien par les fonds Mid-Market 8, Mid-Market 9 et en co-investissement direct. Et puis, il y a une sortie d'une société boursière, Verint, où on a récupéré 1,1 fois notre cost, contre sur Marlink 2,1 fois notre cost. Par contre, on a enregistré finalement 2 pertes sèches qui étaient déjà fortement dépréciées, Eating Recovery Center aux US et Vocalcom, qui était le premier investissement du fonds Impact 8 LP. En termes de sorties partielles, on peut dire que l'essentiel des sorties partielles se sont faites par des dividendes ou des sorties de bourse pour celles qui étaient cotées en bourse. Au niveau des investissements, à nouveau 142 millions d'investissements, dont 130 millions dans 7 nouvelles sociétés et 12 millions en follow-on. Donc sur les 7 nouvelles sociétés, on en avait déjà parlé au premier semestre, donc il y a CohnReznick, qui est un des plus grands cabinets d'audit et de fiscalité de conseil aux États-Unis, HRK Lunis, qui est le premier investissement en Allemagne de 7-2 et qui est une des plus grandes plateformes allemandes de gestion de patrimoine indépendante, Zwart Technik, qui est une société
belge, en fait, hein, ce que je vois, c'est hollandaise, et qui agit en réalité dans le domaine d'apporter des solutions de résilience énergétique, surtout sur les data centers. Les data centers, sur les data centers qui portent l'essentiel de leur activité. Et puis Norva, au Danemark, non, c'est au Danemark, oui, Norva, qui est un des leaders de services des maintenances infrastructures souterraines en Europe du Nord. Donc ce secteur de la maintenance des infrastructures est un secteur extrêmement porteur dans le domaine du private equity. Et puis nous avons réinvesti au travers du fonds Duality dans Crystal, que nous continuons à détenir encore au travers du fonds 7210. Donc on a deux positions. Ça, c'est dans le domaine des services. Donc sur les 7 investissements, 5 étaient dans les services, 2 étaient dans les tech et telco. Marlink, dont nous sommes sortis, mais nous sommes revenus dans Marlink en co-investissement au travers du fonds Duality pour 11 millions d'euros. Et enfin, Finastra est donc une société qui est détenue par Apax 11, qui fournit des softwares de services, financial services. Donc ça, c'est au niveau des investissements. À cela vient s'ajouter 37 millions qui ont été investis au travers des fonds Altaroc, Odyssey 21, 22, 23 et 24. Et vous voyez que ces fonds sont fortement investis. Le fonds 21 à 105%, le fonds 22 à 61%, le fonds 23 à 45%, le fonds 24 à 17%. Donc, ils ont un rythme d'investissement qui est assez régulier. Et par ailleurs, on a rajouté 10 millions d'euros dans les fonds Digital 2 et Apax Development, qui eux aussi sont assez fortement investis. Donc, et nous avons des co-investissements. Ils sont où les co-investissements? C'est là, des co-investissements, essentiellement pour financer des acquisitions. C'est tout des follow-on qui sont positifs, dans la mesure où aider à faire des build-up dans chacune de nos sociétés du portefeuille. Donc, en résumé, une activité de 139 millions de désinvestissement, de 142 millions d'investissements, donc à peu près égal. Tout ceci se traduit, comme je le disais tout à l'heure, par une baisse de 4,8% de notre ANR qui tombe de 35,06 € à 32,32 en tenant compte du 1,06 € de dividende qui a été payé au mois de septembre, au 30 septembre de cette année. Et donc, vous voyez que pour la première fois, ce n'est pas le dividende uniquement qui explique la baisse de l'ANR, mais que c'est un retrait de l'activité. Et je vais passer la parole à Eric Sabia qui va vous expliquer pourquoi on est à moins 4,8%. Voilà. Merci Maurice. Donc effectivement, pourquoi l'actif net a baissé sur la période? Vous avez en page 21 du coup le bridge de la NAV sur l'année 2025 et on voit que l'ANR baisse de 100 millions. 40% de cette baisse est liée au dividende qui a été détaché, comme le disait Maurice, fin septembre 2025 avec le dernier item à 38,7 millions d'euros. 50% de la baisse s'explique par les frais, à la fois les frais directs et indirects d'Altamir et également les frais financiers, puisque la société a fortement utilisé ses lignes de crédit et donc du coup a payé des intérêts sur ses lignes de crédit. Et enfin, 10% de la baisse s'explique par le portefeuille, à la fois en termes de création de valeur à moins 30,1, qui est partiellement compensée par une reprise de la provision pour carry interest, aussi bien en direct qu'au niveau des fonds sous-jacents, à hauteur de 17 millions d'euros. Donc, tous ces éléments expliquent la baisse de 100 millions d'euros sur l'exercice. Page suivante, on vous présente le détail de la création de valeur. Attendez, Eric, vous voudrez dire que sur la baisse du portefeuille de 10%, 30 millions proviennent du Forex. Effectivement. Donc, l'essentiel, on peut dire, de la baisse du portefeuille de 30 millions provient du Forex, c'est-à-dire du dollar, en réalité, du rapport euro-dollar qui nous a été très défavorable durant l'année. Tout à fait. Okay, merci, pardon. Non, excusez-moi, vous avez raison de compléter. En termes de création de valeur, donc si on regarde le détail de la création de valeur sur la partie du portefeuille, on a une baisse de 30,1 millions d'euros. Donc tous les secteurs
malgré l'effet défavorable de change, sont à la hausse, à la fois la tech and telco, le healthcare et le service. Il y a juste le consumer qui s'inscrit en recul. Le consumer est en recul à cause de Tom. Maurice reviendra dans quelques instants sur la baisse de Tom. Mais enfin, on peut dire, si je peux me permettre de compléter, la chute de Tom provient essentiellement de la hausse de l'or. Donc, si on regarde, en fait, aujourd'hui, on a 30 millions d'effets négatifs Forex et on a 63 millions de baisse de la valeur de Tom. Donc, si on la corrige des 20% de carry d'interest, ça ferait que seulement 42 millions de baisse. Donc, on a 30 plus 40, 70 millions qui sont dus à deux facteurs exogènes. D'une part, le cours du dollar et d'autre part, l'augmentation très significative du cours de l'or. Donc, sans ces deux phénomènes, je dirais, externes, nous aurions une progression de l'actif net réévalué et non pas une baisse de l'actif net réévalué. Merci Eric. Non, je vous en prie. Et donc, du coup, comme on le voyait sur le slide précédent, 13,3 millions d'euros de baisse de valeur s'explique également par les cessions sur l'année sur les trois sociétés Vocalcom, Assured et Verint. Voilà. Sur le slide suivant, en page 23, vous avez le détail de l'évolution du portefeuille en fair market value. Le portefeuille baisse d'un peu plus de 100 millions d'euros, principalement du fait des cessions intervenues sur l'exercice. Les nouveaux investissements entrés en portefeuille ne compensant pas les cessions réalisées sur l'exercice. En termes de portefeuille at cost, néanmoins, le portefeuille garde un bon niveau rapporté à la situation d'aide sociale. On voit que le portefeuille at cost est à juste au-dessus du milliard au 31 décembre 2025 versus 1,80 milliard 12 mois plus tôt. Mais l'indicateur à retenir, c'est que nous restons bien investis par rapport aux capitaux propres sociaux, ce qui nous permet d'avoir confiance dans le fait que demain, on sera capable de délivrer de la valeur sur ces nouveaux investissements. En termes de valorisation, pratiquement l'intégralité du portefeuille est valorisée en utilisant des multiples de comparables. Nous n'avons au 31 décembre que 2% du portefeuille qui est valorisé sur la base de cours de sociétés cotées, puisque nous n'avons plus au 31 décembre que 3 sociétés cotées en portefeuille. Page suivante, page 26, nous vous présentons l'évolution de l'uplift. L'uplift, je rappelle, c'est l'écart entre la valeur de cession des actifs en portefeuille et la dernière valorisation à laquelle nous avions ces actifs dans nos livres. Et pour la première fois dans l'histoire d'Altamir, nous enregistrons un uplift négatif à 112,2 millions d'euros de produits de cession versus 130 de valorisation juste avant la cession. Ça reflète encore une fois le marché. Le marché est plus compliqué et les sociétés les GP doivent accepter éventuellement des baisses de prix pour pouvoir céder leurs actifs dans de bonnes conditions. Et nous avons un uplift négatif de 14% sur l'exercice, sur les 3 sociétés dont on a parlé juste avant, Assured, Vocalcom et Verint. Okay. Maurice, je vous laisse la main pour les engagements. Oui, merci. Oui, donc, comme vous le voyez, on a un niveau d'engagement à fin décembre de 312 millions d'euros, qui n'inclut pas 130 millions de recallable distribution, dont la plupart d'entre elles, d'ailleurs, ne seront pas rappelées. Mais sur ces 312 millions, nous avons déjà 113 millions, presque 112 millions qui sont d'ores et déjà engagés. Donc, c'est le plus beau niveau depuis 10 ans, le plus beau niveau de commitment que nous avons, puisque d'ores et déjà, nous n'avons pas renouvelé un commitment dans 7-11 qui n'est pas encore en phase de levée, ni dans le fonds Apax 12 qui est également prochainement en cours de levée prochaine. Donc ça laisse la possibilité, compte tenu de ce faible niveau d'engagement, à mon successeur de pouvoir définir une stratégie nouvelle et d'avoir toute la liberté de manœuvre nécessaire. Alors, si on passe des engagements à la situation de cash, heureusement que nous avons très peu d'engagements, puisque notre situation de cash au 31 décembre est très tendue, avec certes 57 millions au niveau social, mais 194 millions en tenant compte des engagements qui ont été pris. Et en face de ça, nous avons 135 millions de lignes de crédit, 95 millions au niveau d'Altamir et 40 millions au niveau de Astra
qui est une filiale d'Altamir. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons recommandé au conseil de surveillance, qui lui-même a décidé de recommander à l'Assemblée générale des actionnaires de renoncer au paiement du dividende de l'exercice 2025, car notre trésorerie ne permettrait pas nous rendrait en position extrêmement difficile. Sur les événements post-clôture, Apax 11 a annoncé un investissement dans une société indienne de produits alimentaires, si je puis dire, de grande qualité, prêts à consommer. Et de la même manière, Apax Digital 2 a annoncé la sortie d'une de leurs sociétés du portefeuille. Donc, si nous arrivons au portefeuille, qui est, comme je le dis chaque fois, c'est la valeur de votre société, c'est la valeur de son portefeuille. Au 31 décembre, nous avons 1,5 milliard de valeur de portefeuille dans 67 sociétés, y compris 8% de ce total dans des fonds, et on fera un petit zoom tout à l'heure sur les fonds, l'essentiel étant réparti entre les fonds Apax et les fonds 72, et 17% dans les co-investissements. Donc le portefeuille, comme vous le voyez en page 32, est toujours très très bien diversifié par secteur, avec toujours près de la moitié du portefeuille en tech, 30% dans les services, 14% dans le consumer et 5% dans le healthcare. On voit que la part des sociétés anciennes du portefeuille représente aujourd'hui plus de 35% du portefeuille. Ça veut dire donc tout un potentiel de sociétés à céder. Et enfin, la ventilation Europe, États-Unis et reste du monde est calculée sur les sièges sociaux et ne reflète pas la réalité économique du terrain, parce que si je prends l'exemple de Marlink, qui est comptabilisé avec un headquarter en France, l'essentiel de son business est mondial. Voilà, donc le portefeuille bien diversifié sectoriellement, géographiquement et par ancienneté. En ce qui concerne la croissance, puisque la raison d'être d'Altamir, c'est une croissance supérieure à celle des sociétés cotées, vous voyez que par rapport aux sociétés industrielles du CAC 40, malgré une année en demi-teinte en 2025, nous surperformons avec 9% de croissance de l'EBITDA, la croissance de l'EBITDA des sociétés du CAC 40. Alors ensuite, on vous a donné la ventilation du portefeuille par taux de croissance de leur vente, et vous voyez que 22 sociétés qui représentent 55% du portefeuille en valeur, en cost, ont une croissance supérieure, une croissance positive, si je puis dire, mais il y en a quand même 45% qui ont une croissance négative en termes de chiffre d'affaires. Par contre, en termes de croissance de l'EBITDA, eh bien, en termes de croissance, 24 sociétés ont également une croissance positive de leur EBITDA, mais je dirais que toutes, même celles qui ont une croissance négative de leur EBITDA, donc beaucoup d'entre elles sont dues à l'effet dollar, à l'effet de change, eh bien, toutes sont bien sûr en EBITDA positif. Alors, sans tarder, comme on le fait d'habitude, on va passer en revue les 20 principales sociétés du portefeuille qui représentent 66% du capital. Du portefeuille. Du portefeuille, pardon, pas du capital, du portefeuille. Donc, en ce qui concerne les tech et telco, Destiny, donc, est dans une phase de repositionnement de son business, et notamment en utilisant l'intelligence artificielle, puisque l'essentiel de son activité est devenu, je dirais aujourd'hui, très concurrencé, et donc il est très important que la société regagne un avantage compétitif. Greatech continue à extrêmement bien performer, aussi bien en termes de croissance organique qu'en termes de croissance externe, avec un développement significatif aux États-Unis. En ce qui concerne Odin, comment dirais-je, une performance remarquable. Odin, qui était une société
qui était sur un petit territoire de la Hollande et aujourd'hui couvre toute la Hollande et a commencé à s'implanter dans 4 pays adjacents avec des acquisitions, a fait 4 acquisitions l'année dernière, 2 acquisitions ont d'ores et déjà été réalisées sur l'exercice 2026 et aujourd'hui la société est réellement dans une phase de très forte croissance. Odigo, comme vous le savez, a été un processus très long puisqu'il a fallu passer à une situation transition pour arriver à un seul système de SaaS. Ceci est fait déjà depuis 2 ans et ça se traduit par une croissance de l'EBITDA très significative alors que la croissance des revenus reste encore à la traîne. Mais Odigo a mis en place toute une stratégie je dirais, dépendante de l'IA. Et aujourd'hui, 600 000 appels téléphoniques sont aujourd'hui faits grâce à l'IA, sont répondus par l'IA. Donc, c'est une des sociétés qui devrait bénéficier très, très fortement de l'intelligence artificielle et qui devrait retrouver un chemin de croissance. Hirsch est le nouveau nom, puisque vous savez que Vitaprotech a fait l'acquisition transformante de Hirsch aux États-Unis et elle en a profité pour se rebaptiser Hirsch au monde entier. Donc la société s'est complètement réorganisée, a réintégré, elle avait une dizaine de sociétés qui ont été intégrées dans une seule plateforme et donc la société est aujourd'hui dans une phase de transformation profonde et de croissance externe en poursuivant d'autres acquisitions. Infovista, qui a été pendant des années en sous-performance, vous voyez, se redresse très fortement avec une croissance de 11% de chiffre d'affaires, de 16% de l'EBITDA et tout ça dans un monde des infrastructures télécom très difficile. Néanmoins, la problématique numéro 1 de Infovista, c'est qu'elle supporte une dette extrêmement importante et la performance qui sera attendue de notre investissement dépendra de la façon dont on pourra réduire cette dette. Thoughtworks, comme vous le savez, c'est un très gros investissement des fonds Apax 9, où on avait réalisé à peu près 4 fois notre mise réalisée. Le fonds Apax 11 a réinvesti, a ressorti la société de la bourse et l'année 2025 a été une année importante de transformation et notamment la société est en train de se positionner comme un des leaders dans le domaine de l'application de l'intelligence artificielle dans les projets de software, puisque la société développe des softwares propriétaires pour ses clients, et donc elle se positionne comme le champion de la mise en œuvre de l'IA dans la mise en œuvre de ces logiciels. Et on attend de toutes les mesures qui ont été prises en 2025 un redressement très significatif de l'EBITDA en 2026, puisque sur l'année 2025, celui-ci a été stable. Experioo continue à souffrir. Vous savez que Experioo, au moment où on avait investi dans Experioo, on avait pris une décision stratégique d'aller en direct chez les clients et de ne plus être dépendant des opérateurs téléphoniques. Pendant quelques années, ce mouvement de vente directe n'a pas affecté les ventes indirectes au travers des opérateurs téléphoniques, mais depuis 2 ans, les opérateurs se sont rendus compte du problème et donc d'un côté la baisse du chiffre d'affaires de 7% s'explique d'une part d'une forte croissance du business direct, comme on l'indique, de 6%. Par contre, elle est compensée par une chute du business indirect, mais comme toujours, comme le poids du business direct devient de plus en plus significatif, le pari va finir par se transformer. Voilà. FICI, là encore, changement de direction, donc un travail de fond qui est fait et qui fait qu'en 2025, on constate les revenus et l'EBITDA sont stables, mais c'est sur l'exercice 2026 qu'on commencera à voir les bénéfices de ce changement d'équipe de direction. En ce qui concerne Lumion, la société continue son développement. Elle a fait une acquisition
significative, et la société est également dans un process d'introduction de l'IA dans tous ces softwares et dans tous ces domaines. Si on passe maintenant au secteur des services, Veriforce, des services, pardon. Opteven, comme vous le savez, est donc une société qui fournit d'un des leaders européens des services de produits d'assurance automobile, en cas de panne automobile ou d'accident automobile. Voilà. Donc la société d'abord croît par acquisition et se développe dans toutes les géographies. Elle étudie des acquisitions dans toutes les géographies européennes adjacentes. Sa croissance continue à être très significative, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en EBITDA. Mais la société s'est embarquée dans un programme extrêmement ambitieux de mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Pour vous donner un ordre d'exemple, la société traite chaque année 1 million de sinistres. Et donc, ce million de sinistres consiste à enregistrer les sinistres, à les faire réparer les véhicules par des garages, à vérifier les factures des garages, à s'assurer que les factures sont correctes et qu'il n'y a pas de fraude, etc., etc. Et donc, rien que sur l'exercice sur l'exercice qui va venir en 2026, la mise en œuvre de l'IA devrait lui générer 5 millions d'euros d'économie d'EBITDA, et appliquée, ça c'est sur la France, et appliquée sur l'ensemble du groupe, elle devrait générer 10 millions d'économies. Donc là, on a un exemple concret de l'application de l'IA à optimiser la gestion opérationnelle. Voilà. AEB continue à souffrir de la baisse de la production de vin, notamment en Argentine, etc. Une nouvelle équipe de direction est en place et qui a pour objet de rattraper l'EBITDA qui a chuté de 41% cette année et qui est en train de prendre des mesures très significatives pour redresser l'entreprise. Veriforce, donc, qui, je vous le rappelle, est la fusion de deux entreprises, Alcumus et Veriforce, et donc qui sont combinées une activité en Europe et une activité aux États-Unis. Et donc, Veriforce, c'est fondamentalement une référence mondiale dans la fourniture de solutions intégrées et de services dédiés à la gestion de la supply chain. Donc, la société continue à se développer de façon remarquable, avec un chiffre d'affaires de 13%, une croissance de l'EBITDA de 19%. Infraneo, on a parlé tout à l'heure de Nova24. Infraneo, c'est dans le domaine également de la maintenance des infrastructures. Et la société, qui était essentiellement une société française, est devenue, depuis l'accompagnement par 7-2, une société pan-européenne, avec des acquisitions réalisées dans tous les pays adjacents. Et donc, ceci se traduit par une croissance de 13% de son chiffre d'affaires. Fulgard est donc une acquisition récente de 7-2, qui est donc un acteur, un acteur significatif dans le domaine de la sécurité incendie et de même les risques de santé au travail. La société donc est en phase d'une part d'amélioration de ses performances économiques et d'autre part entamer un processus de croissance externe pour consolider ce marché pour consolider le marché italien de la sécurité incendie qui est extrêmement fragmenté. Voilà. Edgecarca Lunis, c'est donc une plateforme qu'on a vue tout à l'heure, une plateforme de gestion patrimoniale. Donc, la société a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son EBITDA sur l'exercice 2025. Et donc, on travaille avec elle pour un peu appliquer la même stratégie que celle qui a été appliquée sur Cristal en Allemagne.
Voilà. OnCourse Home Solution donc, est une société qui est l'un des principaux fournisseurs de garanties pour les réseaux de services publics aux États-Unis. La société connaît une très forte croissance, aussi bien organique que par croissance externe, qui se traduit par les chiffres que vous voyez de 11% et de 14% réciproquement. Et elle vient de procéder à un refinancement complet qui nous a permis de recevoir sur le mois de février une distribution de 6 millions d'euros, si je ne me trompe pas, Eric. Voilà. Crystal, comme vous le savez, a été cédé à Goldman Sachs, donc le fonds Apax 10 de 72 a réinvesti aux côtés de Goldman Sachs. De même, nous, au travers du fonds 72 Duality, nous avons également réinvesti aux côtés de Crystal. Et comment dirais-je, la baisse de revenus sur l'exercice 2025 s'explique principalement par la difficulté d'intégrer Primonial, hein, puisque au moment où nous avons cédé la société à Goldman Sachs, il y avait 2 acquisitions majeures qui avaient été faites et qui n'avaient pas encore été intégrées. Et par ailleurs, la société a eu plus de difficultés à vendre des produits structurés, ce qui explique cette légère baisse du chiffre d'affaires. Tom. Et enfin, on a gardé pour la bonne bouche Tom. Donc, Tom, malgré une hausse de l'or absolument phénoménale de 65% entre mars 2025 et mars 2026, au moment où je vous parle, donc qui est donc extrêmement significatif, et donc a pu maintenir son résultat au 31/12/2025 en progression de 6%, et une baisse seulement de 3% de son EBITDA. Ça, c'est dû au fait que la société avait pu se couvrir assez fortement contre la hausse de l'or, mais la société est confrontée à un défi majeur, qui est donc de repositionner son offre, tant son offre produit que son offre prix, pour tenir compte de la hausse de l'or. Et donc, c'est un défi qu'on a rencontré il y a une dizaine d'années, et à l'époque, on avait résolu le problème en passant du 18 carats au 9 carats, qui nous a permis d'avoir 10 années de très, très forte croissance. Et donc, le groupe travaille de manière extrêmement positive à trouver des solutions pour faire face à cette hausse du prix de l'or. Et par ailleurs, je dois dire que toutes les diversifications que nous avons faites, et notamment celle d'Agatha et dans le domaine du fashion jewelry, progressent extrêmement favorablement. Donc, une année encore, vraisemblablement un exercice 2025-2026, puisque l'exercice de Tom va du 1er octobre au 30 septembre, un exercice 2025-2026 qui va être encore certainement en demi-teinte, en attendant que toutes les mesures qui sont prises soient mises en œuvre, mais on devrait, je pense, revoir le beau temps à partir de septembre de l'année prochaine. Voilà, donc en ce qui concerne Tom. Donc, il reste Mental Group. Et il reste, Mental bien sûr, Fair. Mental, il ne faut pas l'oublier, puisque Mental Fair Group, vous savez que la société avait connu un démarrage extrêmement difficile, avec une difficulté, suite au Covid, à recruter des psychothérapeutes, avec une difficulté de répercuter la hausse des salaires, etc. Donc la société qui avait été valorisée jusqu'à moins de 50% du cost est revenue au-dessus du cost, et vous voyez que la société a une croissance aussi bien organique que globale, positive. La société a repris, avec sous la gouvernance d'une nouvelle équipe de direction, a redressé complètement la situation, et elle s'est mise en position de faire des acquisitions, la première ayant été signée en juin de 2025. Donc un redressement assez spectaculaire de cette société. Donc en résumé, effectivement, nous enregistrons une baisse de la valeur de notre portefeuille de 30 millions, mais 31 millions sur ces 30 millions proviennent, je dirais, de l'effet change, et 63 millions proviennent de l'augmentation de Tom et de l'augmentation du prix de l'or. Donc, ce qui fait que, si je fais une arithmétique assez simple,
31 plus 62, ça fait 93, moins 30, ça aurait fait plus 62 s'il n'y avait pas eu ces événements externes. Voilà, donc voilà en ce qui concerne le portefeuille. Donc tout ceci se traduit après donc 4 années de vache maigre. On voit que la performance Altamira sous-performe son benchmark, aussi bien sur 1, 3 et 5 ans. Voilà, on reste encore positif sur 10 ans, mais je pense que notre portefeuille est de très grande qualité et que dans les années à venir, on devrait reprendre de l'avance. On continue jusqu'à présent à payer un dividende de 3% de l'actif net réévalué. Si l'Assemblée générale nous suit, on ne paiera pas le dividende en 2026 concernant l'année 2025. On verra ce qu'il en sera en 2027 et on espère qu'on pourra reprendre le dividende en 2027. Au niveau du Total Shareholder Return, qui prend en compte aussi bien les dividendes payés que la croissance du cours de bourse, vous voyez que la situation est totalement différente puisqu'on surperforme nos indices de manière très significative, aussi bien sur les 10 dernières années. Et ceci est dû en grande partie à l'initiative que j'ai prise de faire une opération de liquidité au mois de septembre de cette année qui a permis au cours de bourse d'Altamira de se maintenir à un très, très haut niveau. Et voilà. Si on prend du recul, depuis la création d'Altamira, puisque le jour est pris de prendre du recul aujourd'hui, depuis la création d'Altamira en 1995, donc sur 30 ans, Altamira a investi 2 milliards, pratiquement 2,6 milliards, a vendu la moitié de ce portefeuille pour 1,3 milliard et un portefeuille non réalisé d'1,273 milliard. Alors là, on parle puisqu'il n'y a pas les fonds là, puisque 1,273 milliard, c'est le cost. 1,273 milliard, c'est le cost. Et donc, vous voyez que globalement, on a fait un multiple d'environ 1,8 fois la mise et un TRI de 14,5, entre 14,5 et 15%. Donc, qui est, compte tenu ceci se produit après 4 années de vache maigre, qui est une relativement bonne performance. Alors, j'avais indiqué en 2021 des objectifs pour les 5 années à venir, et ces 5 années sont écoulées. Et les objectifs que j'avais indiqués, c'était qu'on fasse en moyenne 170 millions de nouveaux investissements, 230 millions de produits de cession et une croissance moyenne organique de l'EBITDA de 7%. Et vous voyez que sur les 5 années, la moyenne des 5 années, on est à 192 millions contre 172, on est à 251 millions contre 230 et on est à 15,6% d'EBITDA growth, mais en tenant compte de la croissance externe. Donc, globalement, les objectifs sur les 5 années qui viennent de s'écouler ont été atteints. Donc, il nous appartenait de fixer de nouveaux objectifs pour les années à venir. Compte tenu de la transition qui intervient, je propose qu'on reporte d'une année les objectifs la moyenne des objectifs 2021 à 2026, de façon à laisser à mon successeur toute la latitude de refixer l'année prochaine des objectifs après qu'il ait pris conscience des événements. Alors, puisque je parle de mon successeur, donc j'ai le plaisir de vous annoncer, j'ai toujours dit que je préparais ma succession et que je la préparais de longue date, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que Eddy Mizrahi, qui a travaillé avec moi chez Apax, qui est devenu 72 pendant plus de 30 ans, à qui j'avais transmis les rênes d'Apax en 2010 et qui a géré Apax jusqu'au 31 décembre 2025 comme patron, nous a rejoints et donc je lui ai demandé de me succéder à la tête d'Altamira Gérance à compter du 1er mai, c'est-à-dire après l'Assemblée générale. De toute façon, il fallait savoir que mon mandat allait expirer, compte tenu de ma limite d'âge, allait expirer l'année prochaine. Donc, j'ai anticipé d'une année ce départ. Et donc, la responsabilité d'Eddy sera de définir un nouveau plan stratégique
pour Altamira pour les 10 années qui viennent. Je pense que, d'abord, comme je l'ai indiqué, il a toute l'attitude de le faire puisque les engagements passés sont très, très limités et que, d'autre part, je dirais que, voilà, donc je voudrais faire peut-être un bilan relativement simple de ces 30 années. Je vous rappelle que j'ai créé Altamira en décembre 1995 avec 12 millions de capital initiaux. On a, entre 1998 et 2008, on a levé 309 millions, portant le total des capitaux levés à 321 millions. On a distribué 388 millions, donc on a distribué plus que ce que les capitaux levés, et l'actif net réévalué au 31 décembre 2025 est d'1,180 milliard, donc on a créé 1,2 milliard de valeur sur ces 30 années. Je pense qu'on laisse à Heidi un portefeuille d'1,5 milliard de 67 sociétés, auxquelles viennent s'ajouter, qui sont, je crois, des sociétés. Les principaux problèmes ont été évacués, je pense, et donc 67 sociétés assez performantes. On lui laisse également une diversification dans les fonds Altaroc Odyssey, et donc on peut peut-être vous les présenter, dans lequel on a maintenant accès à 18 gérants de premier plan au plan mondial, puisque je rappelle qu'Altamira a fait sa performance en investissant uniquement avec les fonds Apax à Londres et 7-2 en France, et que là maintenant, on a dans notre besace l'accès à 18 des meilleurs gérants mondiaux. Et donc, dans la réflexion stratégique que va devoir mener Heidi, eh bien, c'est comment utilise-t-on cet avantage et cette diversification, etc. Voilà. Et donc, comme je le disais, il part avec une feuille blanche puisqu'on a des engagements très, très faibles. Et donc, c'est lui qui devra prendre des engagements significatifs à l'avenir. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre confiance au cours de ces 30 années. Et bien évidemment, je ne disparais pas de la scène puisque, comme vous le savez, je reste le principal actionnaire de la société Altamira. Donc, si en tant que dirigeant, je ne serai plus aux manettes, en tant qu'actionnaire, je serai bien sûr très attentif à l'évolution de notre société. Merci de votre confiance, merci de votre soutien et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.